Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chezeville à l'antenne, heureux comme toujours de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Depuis des années, j'ai beaucoup écrit au sujet des albinos africains et j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs émissions de radio à leur sujet sur ces ondes. Veuillez pardonner mon insistance et peut-être des redites, mais c'est un thème dont nos grands médias ne parlent jamais et c'est un thème donc qui me tient particulièrement à cœur. Souvent, j'ai dénoncé le sort inadmissible qui leur était réservé dans plusieurs pays d'Afrique, et j'ai tenté d'alerter l'opinion au sujet des meurtres rituels dont ils ont été victimes dans des pays comme la Tanzanie, le Burundi, la République démocratique du Congo, et même, malheureusement, le Malawi. J'expliquerai plus tard pourquoi je dis malheureusement. Je me suis également beaucoup investi à l'époque où je vivais encore et où je travaillais sur le continent africain, pour tenter d'améliorer le sort de certains d'entre eux au Malawi et en République démocratique du Congo. Cet engagement, je le poursuis encore aujourd'hui depuis Bastia. Dès mon arrivée sur le continent africain en 1989, je remarquais ces Africains à la peau laiteuse et aux cheveux crépus, certes, mais jaunâtres. Par la suite, un détail devait me frapper. Les albinos que j'apercevais dans la rue ou à la campagne étaient pratiquement tous des enfants ou des jeunes. À ce jour, je n'ai encore jamais rencontré de vieillards albinos, même si, comme tout le monde, j'ai pu voir à la télévision le grand chanteur et musicien malien Salif Keïta, qui aura bientôt 72 ans. Il semble malheureusement être l'exception qui confirme la règle. Je devais rapidement comprendre que l'espérance de vie des albinos africains était très limitée. Et je vais maintenant entrer dans quelques explications plus ou moins scientifiques pour expliquer cette espérance de vie très courte. Il convient tout d'abord d'expliquer ce qu'est l'albinisme. Il ne s'agit pas d'une maladie. Il s'agit d'une anomalie génétique, je dirais. À l'origine, le nom d'albinos fut donné aux Africains blancs rencontrés par les navigateurs portugais à l'époque de Vasco de Gama, lors d'escales sur les côtes africaines. L'albinisme est une anomalie génétique, comme je l'ai dit, une anomalie qui est due à une absence de mélanine, un pigment de la peau, des poils, des cheveux et des yeux. Cette anomalie peut se manifester sous plusieurs formes. L'albinisme partiel ou oculaire, qui n'affecte que la vision, et l'albinisme total ou oculocutané, qui affecte les yeux, la peau et le système pileux. Les albinos ont une vision très déficiente. L'exposition à la lumière du soleil peut la détériorer encore plus et peut même amener la cécité totale. Elle peut aussi causer des maladies de peau pouvant malheureusement évoluer en cancer. Précisons bien sûr que l'albinisme est une affection universelle dont l'incidence mondiale, toutes formes confondues, est d'environ 1 cas pour 20 000 naissances
soit 0,005% de la population humaine. Cependant, ce taux de prévalence est notablement plus élevé dans certains groupes humains, sans que l'on en connaisse la raison. Par exemple, il y a 3,5% d'albinos chez les Amérindiens d'ethnie Kuna, au Panama. Chez les Afro-Américains, on compte 1 cas pour 12 000 naissances. En Europe, il existe un petit archipel situé dans le golfe de Finlande, en mer Baltique, un archipel qui appartient à la Finlande et qui s'appelle Öland. Öland, pour ceux qui voudraient faire une recherche sur Google, ça s'écrit avec un A surmonté d'un petit rond. Ensuite, L-A-N-D. Cet archipel ne compte que 26 000 habitants. Il jouit d'ailleurs, je le dis au passage, d'une autonomie interne complète. Il est de culture suédoise, de langue suédoise, mais il fait partie de la Finlande, qui ne s'occupe que des affaires étrangères et de domaines régaliens. L'archipel, lui, jouit d'une autonomie interne complète. Donc cet archipel de 26 000 habitants compte une proportion très élevée d'albinos. Alors bien sûr, les albinos européens, pour ne pas dire les albinos blancs, les albinos européens, donc, se remarquent beaucoup moins que les albinos africains. Ils sont simplement un peu plus blancs. Ils ont ce même blanc laiteux dont je parlais tout à l'heure, mais ça se remarque beaucoup moins chez des Européens que chez des Africains. Et les albinos africains ou les albinos des pays du Sud sont plus exposés aux affections cutanées dans ces pays chauds à fort ensoleillement. Pourquoi? Parce qu'il est évident qu'on se couvre moins en Afrique que dans l'archipel de Hollande. Le soleil y brille davantage, 12 mois sur 12 et 12 heures sur 24. Alors que dans l'archipel de Hollande, je suppose qu'en hiver, le soleil ne brille que quelques heures par jour, et encore. Malheureusement, dans certaines régions d'Afrique, les albinos subissent de nombreux préjudices à cause de traditions ou de superstitions ancestrales locales. Et là encore, je ne voudrais pas avoir l'air de stigmatiser les Africains, parce que ce genre de superstition existait également en Europe. Demandez aux Rouquins, si vous en connaissez, s'ils n'ont jamais subi de moqueries ou parfois même de harcèlement. Et il y a plusieurs siècles, c'était encore plus grave. Les Rouquins souffraient également de persécutions, comme les albinos africains, ou du moins certains albinos africains, dans certaines parties d'Afrique aujourd'hui. Des médias internationaux ont rapporté depuis quelques années d'horribles affaires de meurtre et de mutilation. Des albinos tués tout simplement parce qu'ils étaient albinos. Après leur meurtre, les victimes étaient atrocement mutilées, démembrées. Des morceaux de leur corps avaient été en effet commandés à des hommes de main, à des assassins, dans le but de préparer des filtres, des potions et autres gris-gris, permettant, soi-disant, d'obtenir la réussite, la fortune ou l'amour. Dans le nord-ouest de la Tanzanie, mais aussi au Burundi et dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, des milliers d'albinos vivent encore aujourd'hui dans la peur, dans la crainte d'être assassinés. C'est au Malawi, un pays qui m'est cher, où j'ai vécu un total de 6 années, le Malawi, c'est un des pays qui compte le plus d'albinos en Afrique. Et c'est dans ce pays que j'ai réellement pris conscience de la triste situation des albinos.
Dans ce petit pays, à l'époque où j'y vivais, on ne tuait pas les albinos. Cependant, le fait est qu'ils étaient et qu'ils sont encore très marginalisés. Et la plupart d'entre eux vivaient et vivent encore dans une grande pauvreté. Ils étaient et ils sont encore rarement instruits. Les parents, qui eux sont noirs, parce que l'albinisme, j'ai oublié de le dire en faisant ma petite explication tout à l'heure, l'albinisme ne saute parfois une génération, voire plusieurs générations. Et que donc des parents, père et mère noirs, peuvent tout à fait avoir un ou plusieurs enfants albinos et un ou plusieurs enfants noirs. Donc je disais, les parents préfèrent généralement scolariser les enfants noirs parce qu'ils savent très bien que les enfants albinos ont une espérance de vie limitée et que donc il est plus, c'est affreux ce que je vais dire, il est plus rentable pour l'avenir d'éduquer les enfants noirs qui ont une chance de vivre plus longtemps et de s'occuper de leurs vieux parents plus tard. Quand ils ont la chance d'aller à l'école, les enfants albinos rencontrent de grandes difficultés. Au Malawi, en 2006-2007, j'avais eu la responsabilité d'un projet pour une organisation non gouvernementale canadienne qui comprenait une école, une petite école primaire, qui comptait 300 élèves. Pardon, je me suis trompé de date, c'était en 2008-2009 en fait. Et parmi ces élèves, nous avions deux albinos, frères et sœurs, Emmanuel et Memory. Le garçon avait à l'époque 12 ans et il était en 5e année primaire, tandis que la fille n'avait que 8 ans et elle était en seconde année. Elle peinait énormément à apprendre à lire et à écrire. J'ai alors cherché à comprendre ce qui n'allait pas. Je me suis aperçu que de son banc, Memory ne voyait rien de ce que la maîtresse écrivait au tableau. Même à 1 mètre du tableau, elle éprouvait encore des difficultés. Il lui était impossible de fixer son regard. Ses yeux partaient dans tous les sens. Et elle ne parvenait pas à fixer son regard sur quoi que ce soit. J'ai alors accompagné le frère et la sœur à Lilongwe, la capitale, chez un opticien allemand. Ce dernier leur fit faire des lunettes tout en me prévenant qu'elles n'amélioreraient que très faiblement leur vision. En fait, le plus important, c'est qu'il leur a donné des lunettes de soleil afin de protéger leurs yeux. J'ai dû prendre ensuite quelques autres mesures. Du Canada, on m'envoya une petite provision de crème solaire. J'ai expliqué à la grand-mère qui élevait Emmanuel et Memory l'importance de leur en faire une application quotidienne sur toutes les parties du corps exposées au soleil, chevilles, mains, cou, visage. Je les ai dispensés de l'uniforme porté par les autres élèves, c'est-à-dire du short ou de la jupe courte et de la chemisette à manches courtes. J'estimais qu'il était préférable qu'Emmanuel porte un pantalon long et que sa sœur ait une jupe longue. Je me suis assuré aussi que des chemises à manches longues couvraient bien leurs bras. Enfin, je leur ai fait porter un chapeau rond à large bord. J'ai demandé en plus qu'ils soient dispensés des rassemblements quotidiens en plein soleil et j'ai insisté pour qu'ils restent à l'ombre pendant les récréations. En classe, j'ai demandé qu'ils soient installés à 1 mètre du tableau. Les enseignants eurent quelques difficultés à accepter de telles dérogations à la discipline générale. J'ai dû leur expliquer avec patience le bien fondé de tels arrangements. Emmanuel, qui avait rejoint notre école depuis peu, allait auparavant à l'école gouvernementale. Pour motiver son désir d'être scolarisé chez nous, il m'avait expliqué les problèmes auxquels il devait faire face quotidiennement dans son ancienne école. Les brimades, les moqueries de ses camarades, les réflexions blessantes des enseignants, leur refus de tenir compte de sa mauvaise vue en le contraignant à s'asseoir loin du tableau.
Tel avait été le lot quotidien des difficultés rencontrées par Emmanuel. Au fil des mois, je m'aperçus que ce garçon était un élève brillant et sensible. Il devint rapidement l'un des meilleurs élèves de sa classe. J'ai alors voulu agir en faveur des albinos, tant au sein de notre école qu'à l'échelon national. Je tentais de sensibiliser nos enseignants et les élèves. J'expliquais que les enfants albinos étaient des élèves comme les autres. J'avais été frappé de découvrir, tant au Malawi que dans les autres pays d'Afrique, la rareté, voire la quasi-absence d'albinos âgés. Ce simple constat m'avait amené à réaliser que les albinos africains, d'une manière générale, avaient une espérance de vie très réduite. Dans la famille d'Emmanuel et de Memory, un enfant albinos était décédé peu de temps avant que je ne les connaisse. Or, avec des mesures simples, telles que celles que j'ai tenté d'appliquer dans notre école primaire, il est possible de prévenir la cécité et les maladies de peau qui évoluent en cancer. J'ai donc contacté à l'époque le ministère de l'Éducation au Malawi pour tenter de lancer une action nationale pour améliorer le sort des albinos. Et pour m'aider dans cette action, j'ai contacté une vedette de la chanson du Malawi, car j'avais découvert que la plus grande vedette de la chanson du Malawi à l'époque était lui-même un albinos, et qu'il semblait actif pour essayer d'améliorer le sort des albinos dans son pays. Il avait même déclaré à la BBC qu'il se considéré comme l'ambassadeur des albinos au niveau national, voire même international. J'ai donc contacté Jeffrey Zigoma, c'est le nom de cette vedette de la chanson du Malawi. Grâce à son succès, il avait fait beaucoup avancer la cause des albinos au Malawi. J'ai organisé un concert de Jeffrey Zigoma dans l'école dont j'ai parlé, qui a attiré la foule. Les gens étaient ravis de voir ce chanteur très connu chanter dans la cour de récréation. Et il m'a accompagné à la maison d'Emmanuel et de Memory, qui étaient très fiers de recevoir ce chanteur. J'aimerais d'ailleurs vous faire entendre sa voix. J'en dirai davantage tout à l'heure. La langue que vous avez entendue, chers amis auditeurs et auditrices, c'est le Chichewa, la principale langue du Malawi. Depuis que j'ai quitté ce pays, j'ai continué à suivre l'évolution d'Emmanuel et de Memory. Malheureusement, j'ai appris
il y a quelque temps, que Memory s'était mariée précocement et qu'elle n'a pas poursuivi ses études. Depuis, son mari est mort et c'est aujourd'hui une mère de famille qui élève ses 2 enfants avec de grandes difficultés. Quant à Emmanuel, avec lequel je suis en contact quotidiennement grâce à la magie de l'Internet, il est en 2e année d'université et il m'arrive de temps à autre de lui envoyer un peu d'argent pour qu'il puisse manger et s'habiller correctement, tout en donc pour pouvoir continuer ses études. Je crains de l'avoir déçu voici quelques jours. Il espérait que je finance l'achat d'un ordinateur portable qui l'aiderait beaucoup dans ses études, pour les travaux qu'il doit préparer dans le cadre de ses études. Je n'en ai malheureusement pas les moyens et j'ai donc dû lui dire que je ne pourrais pas financer l'achat de cet ordinateur. Il a un peu insisté me disant qu'au Malawi, il pourrait acheter un ordinateur portable d'occasion, mais malgré tout, ça représente une certaine somme qu'il m'est difficile d'avancer. Hélas, j'ai aussi appris, il y a quelques années, le décès de mon ami, le chanteur et musicien Jeffrey Zigoma, qui a souffert d'une maladie causée par son albinisme, une maladie de peau qui a affecté, je dirais, le haut de son cou, le bas de son visage. Lorsque le gouvernement facilita enfin son transfert vers un hôpital indien, il était déjà trop tard pour stopper l'évolution du cancer causé par son albinisme. Jeffrey, que vous avez entendu tout à l'heure, est donc mort seul, loin des siens, en Inde, alors qu'il n'avait qu'une trentaine d'années. L'an passé, je devais me rendre à Bukavu, en République démocratique du Congo. Bukavu, c'est sur la frontière rwandaise, c'est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. C'est au sud du lac Kivu. Hélas, au dernier moment, les fermetures de frontières et les annulations de vols causées par la crise du Covid-19 m'ont fait tout annuler au dernier moment. Ce qui m'avait déterminé à faire ce voyage, c'était une invitation particulière qui m'avait été adressée. Je rappelle malgré tout que Bukavu est une ville que je connais bien, j'y ai vécu, j'y ai travaillé en 2005-2006. Donc cette invitation particulière concernait un garçon albinos dont on devait célébrer le baptême le 11 avril 2020 durant la veillée pascale à Bukavu. Ce garçon avait choisi comme prénom de baptême Aubin. Aubin, albino en italien, on comprendra le rapport entre son albinisme et le prénom qu'il avait choisi pour son baptême. Alors ce garçon albinos, Aubin, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans plusieurs émissions précédentes. Depuis 7 ou 8 ans, avec Jean-Paul Rossignol, un jeune homme musicien, auteur-compositeur de Bukavu, nous avons permis à cet orphelin marginalisé et menacé du fait de son albinisme de reprendre une scolarité normale dans une relative sécurité. Je dis bien relative parce que la sécurité n'est malheureusement jamais totalement assurée. Je savais par Jean-Paul Rossignol qu'en plus de l'école, Aubin fréquentait le catéchisme. Et à l'époque où je préparais ce voyage, je savais depuis environ 1 an que son baptême aurait lieu durant la veillée pascale, donc en 2020. En outre, j'avais été informé que Aubin avait émis le souhait que je sois son parrain de baptême. C'est donc cet élément qui avait fait germer en moi l'idée de retourner en Afrique autour de Pâques 2020. Je devais gagner Bukavu afin d'être présent dans cette ville le 11 avril pour le grand jour. Quelques dizaines d'autres jeunes Congolais devaient être baptisés lors de cette cérémonie
qui promettait d'être émouvante et haute en couleurs. J'avais prévu d'offrir une chemise blanche pour mon futur filleul. Je me faisais une joie à l'idée de passer quelques jours à Bukavu et d'y retrouver les très nombreux amis et connaissances que j'ai encore dans cette ville où j'ai vécu et travaillé en 2005-2006. En particulier, j'étais heureux de revoir Jean-Paul, ce jeune que j'avais aidé à l'époque à lancer son groupe Alliance, un ensemble de jeunes des quartiers défavorisés de la périphérie de Bukavu. Je ne l'avais pas revu depuis mon dernier séjour sur place en 2014. Le jeune homme a fait du chemin depuis, il est désormais licencié en droit et il enseigne, faute de mieux, dans une école primaire privée de l'un de ces quartiers populeux de la banlieue de Bukavu. C'est grâce à lui que le sauvetage d'Aubin avait pu être effectué et c'est lui qui a pris en charge la responsabilité du garçon. Lourde responsabilité s'il en est, du fait des graves menaces qui pèsent sur les albinos dans cette partie du Congo. Déjà, je me réjouissais d'assister au concert que Jean-Paul et ses jeunes du groupe Alliance ne manqueraient pas de donner durant mon séjour à Bukavu. La chaleur de l'Afrique, mais surtout celle de l'accueil qui m'attendait, et la chaleur des retrouvailles avec des êtres chers me remplissaient d'une excitation bien puérile quand j'y repense aujourd'hui. Le baptême d'Aubin, on l'aura compris, a dû être reporté sine die du fait de la crise du Covid-19. La crise qui a provoqué la fermeture des écoles, mais aussi la fermeture des églises au Congo. Et les Congolais ont donc été privés de messe pendant plusieurs mois. Bon, en France aussi. Le baptême est à présent fixé pour la prochaine veillée pascale qui tombera cette année le 3 avril. Malheureusement, il me sera bien sûr impossible d'y être. Comment en effet planifier un tel voyage alors que l'évolution de la crise du Covid-19 est encore totalement imprévisible, alors qu'il nous est encore interdit de sortir de l'Union européenne? Un voyage au Congo, ça ne s'improvise pas. Les billets d'avion doivent être réservés à l'avance et un visa doit être également demandé à l'avance auprès de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Alors, les écoles au Congo ont fini par rouvrir et Jean-Paul m'a envoyé un petit message d'Aubin que j'aimerais maintenant vous faire écouter, qui sera suivi d'un témoignage de Christophe, un de ses camarades de classe. Personnellement à remercier chacun d'entre vous. Je vous lis bien, grâce à ce que vous donnez. Et j'espère bien finir mes études comme tous les autres enfants. C'est pourquoi je continue à compter à vous. Et je prie pour que vous ne manquiez de rien. Et que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Assifio et je suis un enfant et collègue de classe d'Aubin. Je partage à travers ce message audio la joie immense d'étudier avec lui. Sa présence au sein de notre classe m'a permis de comprendre la valeur que peuvent avoir les personnes comme lui dans notre société. Nous l'avons même élu chef de notre classe parce qu'il n'hésite jamais à nous lancer de certaines initiatives qui nous permettent de bien réussir chaque année scolaire que nous affrontons. Merci de continuer à l'aider et que tout cela vous revienne au centuple. Jean-Paul Rossignol m'a assuré que je serais malgré tout représenté par quelqu'un d'autre au baptême et que je serais donc malgré tout officiellement le parrain d'Aubin. Enfin, même si toutes les conditions que j'ai énumérées tout à l'heure pouvaient être réunies, je suis peut-être courageux, mais certainement loin d'être téméraire. Voici 2 semaines, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été lâchement assassiné
à quelques kilomètres de Goma, tout près de la frontière du Rwanda. Bukavu est également tout près de la frontière de ce pays. Je sais que je figure sur la liste noire du régime en place à Kigali. Je n'ai donc pas l'intention de tenter le diable. Avec le message d'Aubin que vous avez pu entendre, Jean-Paul Rossignol m'a envoyé une petite chanson qu'il a enregistrée à l'occasion de la journée du 8 mars, journée des droits de la femme. Alors bien sûr, le 8 mars, moi j'ai beaucoup pensé aux femmes que j'admire beaucoup, qui m'inspirent beaucoup. Je pense en particulier à Victoire Ingabire, cette courageuse opposante rwandaise qui a passé des années en prison et dont la vie est toujours menacée aujourd'hui, elle est toujours en résidence surveillée. Je pense à Vera Chirwa, cette courageuse femme malawienne qui est un peu la Nelson Mandela du Malawi, qui a consacré sa vie à se battre pour la démocratie et pour le droit des femmes dans son pays et qui a passé de très longues années en prison. Je pense surtout à Aung San Suu Kyi, la leader birmane, qui a été renversée le 1er février dernier par un coup d'État militaire et dont la vie est également menacée, ainsi que celle du peuple birman dans son ensemble, qui continue à résister. C'est à toutes ces femmes que j'ai pensé le 8 mars. Pour terminer, je voudrais dire que nous avons bien sûr besoin d'argent pour continuer à financer la scolarité d'Aubin, pour continuer à aider Emmanuel et d'autres enfants albinos en Afrique. Et donc, je m'adresse à vous, chers auditeurs, pour cela. Je vous laisse sur ces mots en vous demandant d'écouter la chanson de Rossignol en l'honneur des femmes. Mes grands-mères.